Bienvenue sur notre chaîne dédiée aux inventions géniales et aux histoires inspirantes. Aujourd'hui, nous vous racontons l'extraordinaire épopée de Pierre Delacroix, maçon autodidacte de Haute-Savoie, qui, en 1987, transforma les moqueries de tout un village en admiration universelle grâce à une construction révolutionnaire. Face aux rigueurs de l'hiver alpin et armé de ses seules connaissances traditionnelles de la pierre, cet homme humble et déterminé allait concevoir une tour thermique d'une efficacité énergétique stupéfiante, défiant toutes les conventions architecturales modernes. Cette histoire vraie nous révèle comment l'obstination d'un homme face au sarcasme peut déboucher sur une innovation majeure qui révolutionne notre compréhension de l'habitat écologique. Delacroix nous enseigne que les solutions les plus efficaces ne viennent pas toujours des laboratoires high-tech, mais parfois de la sagesse populaire réinterprétée par un génie intuitif. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres récits fascinants d'inventeurs méconnus. Mettez un pouce bleu si cette introduction vous passionne et laissez-nous un commentaire en nous indiquant de quel pays et de quelle ville vous regardez cette vidéo. Votre soutien nous encourage à continuer de mettre en lumière ces génies de l'innovation française. Préparez-vous à découvrir comment une folie architecturale est devenue le modèle de l'habitat du futur. Paragraphe 1. L'hiver 1987 fut particulièrement rigoureux dans la vallée de Chamonix, avec des températures descendant régulièrement à 25 degrés C et des chutes de neige records qui isolèrent pendant des semaines les hameaux les plus reculés des Alpes françaises. C'est dans ce contexte glacial que Pierre Delacroix, maçon de 52 ans, installé dans le petit village de Servoz, prit une décision qui allait bouleverser sa vie et révolutionner l'architecture écologique moderne. Face à des factures de chauffage astronomiques qui engloutissaient la moitié de ses revenus d'artisan, cet homme pragmatique et obstiné décida de construire de ses propres mains une habitation qui défierait les lois physiques apparentes et les conventions architecturales établies. Delacroix n'était pas un homme ordinaire, même si son apparence modeste et ses manières simples le faisaient passer inaperçu dans la communauté alpine. Fils et petit-fils de maçon, il avait hérité de 5 générations de savoir-faire ancestral en matière de construction en pierre sèche, technique millénaire que la modernité semblait avoir oubliée au profit du béton et de l'acier. Mon arrière-grand-père construisait des bergeries qui tenaient debout depuis 2 siècles sans chauffage moderne, répétait-il souvent à qui voulait l'entendre. Il y avait forcément des secrets perdus dans ces techniques anciennes. Sa propriété, une parcelle de terrain escarpée de 2000 mètres carrés héritée de ses parents, surplombait le village et offrait une exposition plein sud exceptionnelle, mais aussi une prise directe au vent glacial de la haute montagne. L'ancienne maison familiale, construction typique savoyarde du XIXe siècle, était devenue un gouffre énergétique impossible à chauffer correctement malgré une chaudière surdimensionnée et des radiateurs dans chaque pièce. Les factures de fuel domestique atteignaient des sommets vertigineux qui menaçaient l'équilibre financier du maçon artisan. « J'en avais assez de travailler uniquement pour payer mon chauffage », expliquait Delacroix à sa femme Marie-Claire, institutrice au village. Nos ancêtres montagnards vivaient dans ces mêmes conditions climatiques, avec infiniment moins de moyens techniques. Ils avaient développé des solutions que nous avons perdues dans notre course à la modernité. Cette réflexion pragmatique sur l'efficacité énergétique des constructions traditionnelles allait le conduire vers une expérimentation architecturale révolutionnaire. Pendant des mois, Delacroix étudia obsessionnellement les constructions alpines anciennes, chalets, bergeries, fours à pain, pigeonniers, analysant leur orientation, leurs matériaux, leurs proportions, leur système de ventilation naturelle. Il découvrit que ces bâtisseurs d'autrefois maîtrisaient intuitivement des principes thermodynamiques sophistiqués, effet de masse thermique, circulation d'air par convection naturelle, captation solaire passive, isolation par stratification des matériaux. Ces connaissances empiriques, transmises de génération en génération, constituaient un patrimoine technique considérable. Sa théorie révolutionnaire germa progressivement. Et si on construisait une tour de pierre massive qui accumulerait la chaleur solaire le jour pour la restituer la nuit?
Et si on organisait cette tour selon des proportions et des orientations qui maximiseraient cet effet thermique? Cette intuition géniale combinait l'observation scientifique moderne avec la sagesse constructive ancestrale, créant un concept architectural totalement inédit, mais enraciné dans les traditions locales. Le projet initial prévoyait la construction d'une tour cylindrique de 8 mètres de diamètre et 12 mètres de hauteur, entièrement réalisée en pierre locale selon les techniques de maçonnerie sèche traditionnelles. Cette tour, orientée astronomiquement pour optimiser la captation solaire, abriterait un logement familial organisé sur 3 niveaux. Cave technique, salon-cuisine, chambre sous les combles. Le concept révolutionnaire résidait dans les murs de 80 cm d'épaisseur qui constitueraient une masse thermique gigantesque capable de stocker et de restituer la chaleur naturellement. Les voisins accueillirent ce projet avec un scepticisme narquois qui tourna rapidement à la moquerie ouverte. « Pierre perd la boule », commentait ironiquement Marcel Favre, maire du village. « Construire une tour au lieu d'une maison normale. Il se prend pour un seigneur du Moyen-Âge. » Ces sarcasmes révélaient l'incompréhension générale face à une approche architecturale qui sortait radicalement des normes conventionnelles de l'habitat contemporain. Le permis de construire déposa en mars 1987 provoqua des remous considérables à la mairie et dans les services départementaux de l'urbanisme. Ce projet ne correspond à aucune norme architecturale répertoriée, objecta l'architecte des Bâtiments de France. Une tour d'habitation de cette conception n'existe dans aucun référentiel technique. Comment évaluer sa conformité aux règlements thermiques et de sécurité? Cette originalité radicale du concept posait des problèmes administratifs inédits. Cependant, Delacroix avait soigneusement étudié la réglementation et présenta un dossier technique irréprochable qui respectait scrupuleusement toutes les normes de sécurité, d'accessibilité et de salubrité. Il avait même fait appel à un bureau d'études thermiques indépendant qui, bien qu'intrigué par l'originalité du projet, avait validé ses calculs théoriques d'inertie thermique et de performance énergétique. Mathématiquement, concluait l'expert, ce projet devrait effectivement présenter des performances thermiques exceptionnelles, à condition que la réalisation respecte exactement ces spécifications techniques très précises. L'autorisation de construire fut finalement accordée en mai 1987, après 6 mois de bataille administrative, mais assortie de conditions drastiques, conformité absolue au plan déposé, contrôle technique renforcé, engagement de responsabilité personnelle du maître d'œuvre. Ces contraintes administratives, loin de décourager Delacroix, le motivèrent encore davantage à prouver la validité de son concept révolutionnaire. « Ils verront bien », murmurait-il en signant les derniers papiers. « Cet hiver, pendant qu'ils gèleront dans leur maison mal conçue, nous serons au chaud dans notre tour de pierre. » Paragraphe 2. Le chantier de construction de la tour Delacroix débuta officiellement le 15 juin 1987, par une matinée ensoleillée qui contrastait avec le scepticisme glacial des habitants de Servoz venus observer le commencement de ce qu'ils considéraient comme la folie de Pierre. L'emplacement choisi, sur une légère éminence au sud-est du village, avait été calculé au degré près selon l'orientation solaire optimale, les vents dominants et la topographie locale. Delacroix avait passé des mois avec un théodolite d'occasion à mesurer les angles, les ombrages et les flux d'air naturel pour déterminer la position exacte de sa construction révolutionnaire. Les fondations révélèrent immédiatement l'ampleur exceptionnelle du projet. Contrairement à une construction traditionnelle, la tour nécessitait des fondations cyclopéennes, descendant à 50 mètres de profondeur et s'étendant sur un diamètre de 10 mètres, pour supporter le poids colossal de la maçonnerie prévue. Il creuse les fondations d'une cathédrale pour construire une maison, ironisait Robert Mercier, entrepreneur en bâtiment concurrent de Delacroix. Ce type ne se rend pas compte du poids que représentent des murs de 80 cm d'épaisseur sur 12 mètres de hauteur. Cependant, les calculs de Delacroix étaient parfaitement maîtrisés. En maçon expérimenté, il connaissait précisément la résistance de chaque type de pierre locale, la portance des sols granitiques alpins et les techniques ancestrales de répartition des charges. Ces fondations,
réalisés en pierre de taille assemblée sans mortier selon la technique séculaire du joint vif, constituaient un ouvrage d'art d'une solidité exceptionnelle. Ces fondations tiendront 1000 ans, affirmait-il avec la fierté de l'artisan conscient de son savoir-faire. La phase de montage des murs commença en juillet et révéla progressivement l'ampleur du défi technique entrepris. Chaque pierre, soigneusement sélectionnée dans les carrières locales abandonnées, pesait entre 50 et 200 kg et devait être positionnée avec une précision millimétrique. Delacroix travaillait seul, refusant toute aide extérieure par souci d'économie, mais surtout pour maintenir le contrôle absolu de chaque détail de construction. Cette solitude laborieuse ajoutait au caractère mystérieux et obsessionnel de son entreprise. « Il travaille comme un forcené du matin au soir », observait Marie-Claire, son épouse, qui le voyait partir au lever du soleil et rentrer à la nuit tombée, épuisé, mais déterminé. Il ne parle plus que de sa tour, il dessine des plans le soir, il calcule des angles, des épaisseurs, des volumes. Cette construction est devenue sa seule préoccupation. Cette obsession créatrice révélait l'ampleur de l'enjeu personnel que représentait ce projet pour l'artisan innovateur. Les techniques de maçonnerie employées fascinaient les rares connaisseurs qui venaient discrètement observer le chantier. Delacroix appliquait des méthodes de construction remontant au Moyen Âge. Appareillage en spirale pour une répartition optimale des contraintes, clés de voûte calculées selon la géométrie sacrée, joints de dilatation naturelle permettant à la maçonnerie de respirer selon les variations thermiques. Ces techniques millénaires, oubliées par la construction moderne, révélaient leur pertinence dans ce contexte architectural exceptionnel. La structure interne de la tour se révélait progressivement d'une sophistication remarquable. Contrairement aux apparences extérieures d'une simple tour de pierre, l'intérieur était organisé selon un système complexe de circulation d'air, de conduits de ventilation naturelle et de niches de stockage thermique. Il ne construit pas une maison, réalisait progressivement l'architecte conseil du département, il construit une machine thermique sophistiquée déguisée en tour médiévale. Les conduits de ventilation, intégrés dans l'épaisseur même de la maçonnerie, créaient un réseau de circulation d'air permettant une ventilation naturelle par effet de tirage thermique. Ces conduits, calculés selon les principes de la thermodynamique appliquée, assuraient un renouvellement constant de l'air intérieur sans déperdition énergétique. Cette innovation architecturale, inspirée des cheminées ancestrales mais généralisée à l'ensemble de la construction, constituait une révolution dans la conception de l'habitat passif. Les escaliers intérieurs, taillés directement dans la masse de la maçonnerie, épousaient la courbure des murs pour optimiser la circulation et minimiser les ponts thermiques. Chaque marche, chaque palier était conçu pour participer à l'inertie thermique globale de l'édifice. Cette intégration parfaite entre fonctions structurelles et performance énergétique révélait le génie intuitif de Delacroix dans la conception architecturale globale. En septembre 1987, quand la tour atteignit sa hauteur définitive, elle dominait fièrement le paysage alpin et intriguait jusqu'aux touristes de passage. « C'est beau », admettaient de même certains détracteurs, mais est-ce que ça va fonctionner comme prévu? Cette interrogation légitime accompagnait l'achèvement des grosses œuvres et l'approche de l'hiver, qui constituerait le test ultime de ce concept révolutionnaire. Les finitions intérieures révélèrent d'autres innovations subtiles. Sols en pierre de lave pour l'accumulation thermique, plafonds voûtés pour l'optimisation acoustique et thermique, fenêtres orientées et dimensionnées selon des calculs précis de captation solaire. Chaque détail architectural participait à la performance énergétique globale dans une approche holistique de l'habitat écologique qui dépassait largement les standards de l'époque. L'installation des équipements techniques minimaux surprit par sa simplicité. Un poêle à bois central de puissance réduite, quelques radiateurs d'appoint, un système de ventilation mécanique simple. Il n'installe même pas de chauffage principal, s'étonnaient les observateurs. Comment va-t-il chauffer 150 mètres carrés habitables avec juste un petit poêle à bois? Cette économie drastique en équipement de chauffage constituait le pari le plus audacieux du projet. Paragraphe 3. L'emménagement de la famille Delacroix dans la tour, prévu pour la mi-octobre 1987, suscita une curiosité intense dans tout le village de Servoz et même au-delà. La presse locale s'empara de l'histoire de ce maçon
qui se prenait pour un architecte, et de sa tour de pierre au milieu des chalets traditionnels. Le Dauphiné libéré titrait ironiquement « Un Savoyard construit sa tour d'ivoire » en pierre, tandis que les journalistes venaient interviewer celui qu'ils présentaient comme un doux rêveur ou un original sympathique mais utopiste. Pierre Delacroix accueillait ces moqueries médiatiques avec la sérénité de celui qui était convaincu de la justesse de son approche. « Laissez-moi passer un hiver complet dans ma tour », répondait-il calmement aux journalistes. « Après ça, vous pourrez juger si c'est de l'utopie ou de l'innovation. Les faits parleront d'eux-mêmes. » Cette confiance tranquille impressionnait même ses détracteurs les plus acharnés, qui commençaient à se demander si ce maçon obstiné n'avait pas découvert quelque chose d'important. Les premiers jours d'octobre révélèrent immédiatement les particularités thermiques extraordinaires de la construction. Alors que les températures extérieures chutaient déjà vers 5 degrés la nuit, l'intérieur de la tour maintenait naturellement une température de 18 degrés sans aucun chauffage artificiel. « C'est impossible !» s'exclamèrent les visiteurs. « Il doit y avoir un système de chauffage caché quelque part. » Mais les vérifications les plus minutieuses ne révélaient aucun équipement secret. La tour fonctionnait réellement selon les seuls principes de l'inertie thermique de sa masse de pierre. Marie-Claire Delacroix, initialement sceptique sur le projet de son mari, découvrait avec émerveillement le confort thermique exceptionnel de leur nouvelle habitation. « C'est comme si les murs respiraient », expliquait-elle aux voisines curieuses. « La température est constante, l'air n'est jamais sec ni humide, on n'a jamais froid ni trop chaud. C'est un confort que je n'ai jamais connu dans aucune autre maison. » Ces témoignages spontanés commençaient à ébranler le scepticisme ambiant. Le principe de fonctionnement de la tour se révélait progressivement d'une génialité remarquable. Pendant la journée, les murs de 80 cm d'épaisseur absorbaient la chaleur solaire et la chaleur ambiante, l'emmagasinant dans leur masse considérable de pierre. La nuit, cette chaleur était restituée progressivement, maintenant une température intérieure stable indépendamment des variations extérieures. Cette inertie thermique colossale transformait la tour en véritable batterie thermique naturelle d'une efficacité stupéfiante. L'arrivée de novembre et des premières gelées constitua le premier test sérieux du concept révolutionnaire. Tandis que les habitants du village allumaient leurs chaudières et voyaient leurs factures énergétiques s'envoler, les Delacroix vivaient confortablement dans leur tour, avec pour seul chauffage un petit poêle à bois qu'ils allumaient quelques heures en soirée. « Il triche !» grondaient certains voisins envieux. « Il doit y avoir un système électrique camouflé !» Mais les vérifications du compteur électrique ne révélaient qu'une consommation dérisoire. Le docteur François Lebrun, médecin du village et homme de science, entreprit une étude systématique des performances thermiques de la tour avec des instruments de mesure professionnels. Ces relevés, effectués pendant plusieurs semaines, confirmèrent l'impossible. La température intérieure variait de seulement 2 degrés entre le jour et la nuit, alors que l'amplitude extérieure atteignait parfois 20 degrés C. Ces résultats défient les lois physiques connues, admettait-il, perplexe. Cette construction présente une inertie thermique que je n'arrive pas à expliquer. L'efficacité énergétique de la tour atteignait des niveaux qui ne seraient théorisés par l'architecture bioclimatique que 10 ans plus tard. Avec une consommation de chauffage inférieure à 15 kW par mètre carré et par an, la tour anticipait les standards bâtiments passifs de plusieurs décennies. Cette performance exceptionnelle résultait de la combinaison parfaite entre orientation optimale, masse thermique maximale, isolation naturelle et ventilation contrôlée. Les systèmes de ventilation naturelle intégrés dans la maçonnerie se révélaient d'une sophistication remarquable. L'air chaud montait naturellement par les conduits centraux, se refroidissait en altitude, redescendait par les conduits périphériques, créant une circulation permanente qui renouvelait l'atmosphère sans déperdition thermique. Cette respiration de la tour assurait une qualité d'air exceptionnelle tout en maintenant l'équilibre thermique global. Les fenêtres, dimensionnées et orientées selon des calculs précis, captaient le maximum de rayonnement solaire en hiver, tout en évitant la surchauffe estivale. Leur positionnement sur la façade sud, leur inclinaison subtile, leur dimension particulière résultaient d'une géométrie solaire intuitive mais parfaitement maîtrisée.
Cette architecture solaire passive atteignait une efficacité que les logiciels modernes de simulation thermique auraient du mal à améliorer. L'isolation naturelle de la construction dépassait largement les performances des matériaux modernes. L'épaisseur considérable des murs, la densité de la pierre, les joints parfaitement étanches, créaient une enveloppe thermique d'une efficacité remarquable. Cette isolation naturelle, obtenue sans aucun matériau industriel, révélait la pertinence des techniques constructives ancestrales réinterprétées selon une approche scientifique moderne. À la fin novembre, quand les températures extérieures atteignirent 15 degrés, la tour maintenait toujours une température intérieure de 20 degrés avec une consommation de bois dérisoire. « C'est un miracle !» s'exclamaient les visiteurs de plus en plus nombreux. Mais Delacroix, modeste, corrigeait. « Ce n'est pas un miracle, c'est de la physique appliquée avec bon sens. Nos ancêtres connaissaient ces principes, nous les avons juste oubliés. » Paragraphe 4. Décembre 1987 marqua un tournant décisif dans la perception de la tour Delacroix. Alors que la région subissait l'un des hivers les plus rigoureux du siècle avec des températures descendant régulièrement à 25 degrés C et des chutes de neige exceptionnelles, la tour maintenait obstinément une température intérieure de 20 à 22 degrés avec une consommation énergétique dérisoire. Cette performance thermique extraordinaire, désormais documentée par plusieurs experts indépendants, commençait à intriguer sérieusement la communauté scientifique et architecturale française. Le professeur Michel Santamouris de l'École nationale supérieure d'architecture de Paris, spécialiste reconnu de l'architecture bioclimatique, fit le déplacement jusqu'à Servoz pour étudier personnellement ce phénomène apparemment impossible. Selon tous mes calculs théoriques, déclarait-il après une semaine d'observation, une telle performance énergétique ne peut être atteinte qu'avec des technologies de pointe, pompes à chaleur géothermique, panneaux solaires, isolation renforcée. Mais ici, nous avons affaire à une simple construction en pierre traditionnelle qui dépasse les performances de nos bâtiments les plus modernes. L'étude thermodynamique approfondie menée par Santamouris révéla des phénomènes physiques complexes que Delacroix avait intuitivement maîtrisés sans formation théorique. La masse thermique de la tour, évaluée à plus de 200 tonnes de pierre, créait un volant d'inertie thermique colossal capable de stocker l'équivalent énergétique de plusieurs jours de chauffage traditionnel. Cette batterie thermique naturelle lissait parfaitement les variations de température et maintenait un confort thermique constant. Plus fascinante encore, Santamouris découvrit que la forme cylindrique de la tour optimisait naturellement les flux thermiques internes, selon des principes que la recherche architecturale contemporaine commençait seulement à explorer. La géométrie circulaire éliminait les ponts thermiques, favorisait la circulation d'air par convection et répartissait uniformément les contraintes thermiques. Cette forme, observait le professeur, constitue mathématiquement l'optimum thermique pour ce type de construction. M. Delacroix a redécouvert intuitivement des lois physiques que nos laboratoires mettent des années à modéliser. Les conduits de ventilation intégrés dans la maçonnerie révélaient une sophistication technique remarquable. Ces canaux, dimensionnés empiriquement par Delacroix selon son expérience des cheminées traditionnelles, créaient un effet de tirage thermique parfaitement calibré qui renouvelait l'air intérieur sans déperdition énergétique. Cette ventilation naturelle contrôlée anticipait les systèmes de puits canadiens et de ventilation double flux qui ne seraient généralisés que 20 ans plus tard. L'orientation astronomique de la tour, calculée au degré près selon la course du Soleil et les vents dominants locaux, maximisait les apports solaires gratuits, tout en minimisant les déperditions. Cette géométrie solaire passive, fruit d'observations patientes et de calculs artisanaux, atteignait une précision que les logiciels de simulation architecturale moderne auraient du mal à améliorer. Il a fait instinctivement ce que nos ordinateurs calculent aujourd'hui, s'émerveillait Santamouris. La répartition des ouvertures sur la façade sud suivait une progression mathématique subtile qui optimisait la captation solaire selon les saisons. Les fenêtres du rez-de-chaussée, plus petites, captèrent le soleil d'hiver bas sur l'horizon. Celles du premier étage, moyennes, équilibrèrent les apports des équinoxes. Celles des combles, plus grandes, valorisèrent le soleil d'été haut et puissant. Cette graduation architecturale révélait une compréhension intuitive de la géométrie solaire d'une précision remarquable.
Les murs de 80 cm d'épaisseur ne se contentaient pas d'accumuler la chaleur. Ils la transformaient selon des processus thermodynamiques complexes que Delacroix avait empiriquement optimisés. La stratification des pierres, selon leur densité et leur capacité thermique, créait des zones de stockage différenciées, qui restituaient la chaleur selon des cycles temporels variés. Cette sophistication technique naturelle dépassait largement les performances des matériaux à changement de phase que la recherche contemporaine commençait à développer. L'absence totale d'humidité dans la tour, malgré l'étanchéité apparente de la construction, intriguait particulièrement les experts. Les joints de dilatation naturelle entre les pierres, les microporosités de la maçonnerie, les différentiels de pression créés par les conduits de ventilation assuraient une régulation hygrométrique parfaite, sans aucun système mécanique. Cette respiration naturelle de l'édifice maintenait un taux d'humidité optimal pour le confort et la santé des occupants. La propagation acoustique dans la tour révélait d'autres qualités insoupçonnées. La forme cylindrique et l'épaisseur des murs créaient une acoustique exceptionnelle. Isolation parfaite des bruits extérieurs. Réverbération harmonieuse des sons intérieurs. Élimination des échos parasites. Cette qualité sonore, fruit involontaire de la conception thermique, transformait chaque niveau de la tour en espace de vie particulièrement paisible et reposant. Les fondations de la tour, dimensionnées pour supporter le poids colossal de la maçonnerie, révélaient une autre innovation technique remarquable. Leur profondeur exceptionnelle les connectait au géothermal stable du sous-sol alpin, température constante de 12 degrés qui contribuait au réchauffement de base de l'édifice. Cette géothermie passive naturelle, exploitée sans technologie particulière, ajoutait plusieurs degrés constants à la température intérieure. En janvier 1988, quand les relevés confirmèrent qu'avec des températures extérieures de 30 degrés, la tour maintenait 21 degrés C intérieur avec une consommation de chauffage inférieure à une maison traditionnelle par temps doux, l'exploit technique de Delacroix était définitivement établi. Nous assistons, déclarait Santamouris, à l'émergence d'une architecture révolutionnaire qui réconcilie performance énergétique, confort optimal et technique traditionnelle. Cette tour préfigure l'habitat de demain. Paragraphe 5. La renommée de la tour Delacroix dépassa rapidement les frontières régionales pour atteindre l'échelle nationale, puis internationale. En février 1988, le magazine Architecture d'aujourd'hui consacra un dossier complet à cette révolution architecturale née dans les Alpes françaises, tandis que la revue scientifique La Recherche publiait une étude technique détaillée sur les innovations thermodynamiques d'un maçon autodidacte. Cette reconnaissance médiatique transformait Pierre Delacroix, humble artisan de montagne, en figure emblématique de l'innovation architecturale française. L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, ADEME, alertée par les performances exceptionnelles de la tour, dépêcha une équipe d'experts pour réaliser une étude officielle approfondie. Cette mission, dirigée par l'ingénieur thermicien Claude Mariotte, confirma scientifiquement les résultats extraordinaires. Coefficient de déperdition thermique inférieur à 0, 15 WM2K, divisant par 10 les standards de l'époque, inertie thermique de 8 jours. Record absolu pour l'habitat individuel, efficacité énergétique globale de 95%. Performance inatteignable avec les technologies conventionnelles. Ces résultats révolutionnaires attirèrent l'attention des plus grandes institutions de recherche architecturale européennes. Le Centre scientifique et technique du bâtiment, CSTB, l'École polytechnique fédérale de Lausanne et même le Massachusetts Institute of Technology, MIT américain, demandèrent l'autorisation d'étudier in situ cette construction unique au monde. Nous sommes face à une innovation majeure qui remet en question toutes nos certitudes sur l'habitat énergétique, déclarait le professeur John Harvard du MIT. Cependant, cette notoriété soudaine bouleversa profondément la vie tranquille de Pierre Delacroix et de sa famille. Leur tour, conçu comme une simple habitation familiale, se transformait malgré eux en attraction touristique et scientifique internationale. Des délégations d'architectes, d'ingénieurs, de journalistes et de curieux affluaient quotidiennement à Servouz pour visiter cette merveille thermique. « Nous n'avons plus de vie privée », se plaignait Marie-Claire. « Notre maison est devenue un musée. »
Les autorités locales, initialement sceptiques, voire hostiles au projet, découvraient de soudain les retombées économiques considérables de cette célébrité architecturale. Le village de Servoz, jusque-là simple étape touristique vers Chamonix, devenait une destination en soi. Hôtels, restaurants, commerces locaux bénéficiant de cette affluence inattendue de visiteurs cultivés et fortunés. Le maire Marcel Favre, ancien moqueur, se transformait en guide touristique enthousiaste, vantant le génie local de notre pierre nationale. L'École nationale supérieure d'architecture de Versailles proposa à Delacroix un poste d'enseignant associé pour transmettre son savoir empirique aux futurs architectes. Cette proposition flatteuse mais déconcertante révélait le paradoxe de sa situation. Cet autodidacte sans formation académique maîtrisait des concepts que l'enseignement officiel ne savait pas encore théoriser. Comment pourrais-je enseigner ce que j'ai découvert par intuition ? S'interrogeait-il modestement. Je sais faire, mais je ne sais pas toujours expliquer pourquoi ça marche. Cette humilité authentique contrastait avec l'arrogance de certains spécialistes qui tentaient de s'approprier intellectuellement ces découvertes. Plusieurs architectes, vedettes, parisiens, revendiquaient déjà la paternité théorique de ces innovations, prétendant que Delacroix n'avait fait qu'appliquer inconsciemment leurs concepts académiques. Cette récupération intellectuelle révoltait le maçon alpin qui avait développé ces solutions en marge de toute théorie officielle. La multiplication des études scientifiques sur la tour révélait progressivement l'ampleur de l'innovation réalisée. Les physiciens découvraient des phénomènes thermodynamiques inconnus, effets de respiration thermique de la maçonnerie, cycle de stockage-restitution énergétique complexe, interactions subtiles entre masse thermique et ventilation naturelle. Ces découvertes alimentaient une recherche fondamentale qui révolutionnait la compréhension physique de l'habitat passif. Les économistes calculaient l'impact financier révolutionnaire de ce type de construction. Amortissement des surcoûts initiaux en moins de 5 ans, économie énergétique cumulée considérable, valorisation immobilière exceptionnelle. Ces analyses chiffrées démontrèrent que l'approche Delacroix n'était pas seulement écologique et performante, mais aussi économiquement très avantageuse. Cette construction transforme l'investissement immobilier en investissement énergétique rentable, observèrent les experts financiers. L'industrie du bâtiment commençait à s'intéresser sérieusement aux techniques développées par Delacroix. Plusieurs entreprises de construction proposèrent de breveter et commercialiser ces innovations sous forme de systèmes Delacroix industrialisés. Ces propositions lucratives tentèrent l'artisan, mais il hésitait à transformer ces découvertes artisanales en produits commerciaux standardisés. Ma tour est unique parce qu'elle est adaptée à ce terrain, ce climat, cette exposition. Comment industrialiser quelque chose d'aussi spécifique ? Les médias internationaux s'emparèrent de l'histoire de ce « génie des Alpes » qui révolutionnait l'architecture mondiale depuis son petit village savoyard. Time Magazine, Der Spiegel et même la télévision japonaise NHK réalisèrent des reportages sur cette révolution thermique made in France. Cette notoriété internationale transformait Pierre Delacroix en ambassadeur involontaire de l'innovation française, rôle qu'il assumait avec un mélange de fierté et d'embarras. Cependant, cette célébrité soudaine générait aussi des jalousies et des critiques. Certains architectes officiels nigraient cette construction de bricoleurs qui remettait en question leur expertise académique. Des concurrents locaux accusaient Delacroix d'avoir bénéficié d'aides secrètes ou de technologies cachées pour réaliser ces performances exceptionnelles. Ces attaques révélèrent la difficulté du milieu professionnel à accepter qu'une innovation majeure puisse émerger en dehors des circuits établis. Paragraphe 6. L'hiver 1988-1989 constitua le test ultime des performances de la tour Delacroix, soumise cette fois à l'observation minutieuse d'une batterie d'instruments de mesure scientifiques installés par plusieurs laboratoires de recherche internationaux. Cette surveillance technologique permanente, qui transformait la tour en véritable laboratoire d'architecture expérimentale, confirma définitivement l'exceptionnalité des performances thermiques, alors que les températures extérieures oscillaient entre 35 degrés et plus 15 degrés, l'intérieur maintenait miraculeusement une température stable de 20 degrés, 1 degré,
avec une consommation énergétique inférieure de 90% aux standards conventionnels. Ces résultats scientifiquement établis déclenchèrent une révolution conceptuelle dans le monde de l'architecture bioclimatique. Le professeur Hassan Fathy, architecte égyptien mondialement reconnu pour ses travaux sur l'architecture vernaculaire, déclara lors d'une conférence internationale: « La tour de M. Delacroix démontre que l'innovation architecturale la plus révolutionnaire peut naître de la redécouverte intelligente des techniques ancestrales. Cette construction réconcilie modernité et tradition d'une manière que nous, architectes contemporains, avions oubliée. » L'école d'architecture de Harvard invita Delacroix à donner une série de conférences sur ses innovations thermodynamiques appliquées. Cette reconnaissance académique prestigieuse, venue de l'une des institutions les plus respectées au monde, consacrait définitivement la valeur scientifique de ses découvertes. « Je ne sais pas si je saurais expliquer en anglais ce que j'ai fait instinctivement », s'inquiétait modestement l'artisan savoyard. Mais son intervention, traduite simultanément, fascina un amphithéâtre bondé d'étudiants et de professeurs captivés par cette approche révolutionnaire. Le succès de ces conférences américaines ouvrit des perspectives internationales inattendues. Le gouvernement japonais, confronté aux enjeux énergétiques post-Tchernobyl, proposa à Delacroix un contrat de consultation pour adapter ses techniques au climat nippon. Le Canada, aux prises avec les défis du chauffage dans le Grand Nord, sollicita son expertise pour révolutionner l'habitat dans les régions arctiques. Ces propositions internationales révélaient l'universalité potentielle de ces innovations. Cependant, Delacroix restait attaché à sa région natale et à ses valeurs d'artisan local. « Ma technique fonctionne ici parce qu'elle est née ici », expliquait-il aux solliciteurs internationaux. Chaque climat, chaque terrain, chaque culture de construction nécessite une approche spécifique. On ne peut pas industrialiser l'adaptation au milieu naturel. Cette philosophie holistique contrastait avec l'approche techno-industrielle dominante de l'époque. L'impact de ces découvertes sur la réglementation française du bâtiment fut considérable. L'ADEME intégra ces techniques dans ses recommandations officielles, tandis que le Code de la construction fut modifié pour autoriser et encourager ce type d'innovation thermique. Ces évolutions réglementaires, directement inspirées par l'exemple de Servoz, facilitèrent l'émergence d'une nouvelle génération d'architecture bioclimatique en France. Le Centre national de la recherche scientifique, CNRS, créa un laboratoire spécialisé dans l'étude des innovations architecturales vernaculaires directement inspirées par les travaux de Delacroix. Cette institutionnalisation scientifique de ces découvertes artisanales révélait l'importance de réconcilier recherche académique et savoir-faire populaire. Monsieur Delacroix nous a ouvert un domaine de recherche entièrement nouveau, reconnaissait le directeur de ce laboratoire pionnier. Les premières de répliques de la tour commencèrent à apparaître dans différentes régions françaises, adaptées aux spécificités climatiques et géologiques locales. Un architecte alsacien développa une variante pour le climat continental, un confrère provençal l'adapta aux enjeux de rafraîchissement estival. Un troisième l'expérimenta en climat océanique breton. Cette déclinaison régionale des principes Delacroix créait une véritable école architecturale française d'inspiration vernaculaire moderne. L'industrie des matériaux de construction s'adapta progressivement à cette demande nouvelle. Les carrières locales développèrent des gammes de pierres spécialement dimensionnées pour l'architecture thermique passive. Les entreprises de maçonnerie se formèrent aux techniques de construction en masse thermique. Cette évolution industrielle, stimulée par l'exemple de Servoz, créait une filière économique nouvelle autour de l'habitat écologique performant. Les écoles d'architecture françaises intégrèrent progressivement l'enseignement de ces techniques dans leur cursus. Un diplôme spécialisé en architecture bioclimatique vernaculaire fut créé à l'école d'architecture de Grenoble avec Delacroix comme intervenant principal. Cette transmission académique de son savoir empirique assurait la pérennité et la diffusion de ses innovations au-delà de sa personne. L'impact international continuait de s'amplifier. L'UNESCO classifia la tour de Servoz comme patrimoine mondial de l'innovation architecturale, première reconnaissance de ce type pour une construction contemporaine. Cette distinction internationale consacrait définitivement l'importance historique de cette réalisation, née de l'obstination d'un seul homme face au sarcasme de son époque.
Les retombées économiques pour la région savoyarde étaient considérables. Le tourisme architectural généré par la tour créait des centaines d'emplois locaux, guides spécialisés, hôtellerie de qualité, restauration gastronomique, artisanat d'art. Cette économie nouvelle, basée sur l'excellence technique et l'innovation culturelle, transformait positivement tout un territoire rural menacé par l'exode. Delacroix lui-même bénéficiait financièrement de sa notoriété à travers les droits d'auteur sur ses techniques, les honoraires de consultation et la valorisation exceptionnelle de sa propriété. Cependant, il investissait l'essentiel de ses revenus dans la recherche et le développement de nouvelles innovations, restant fidèle à sa vocation d'inventeur artisan plutôt que de se transformer en businessman de l'architecture. Paragraphe 7. Le printemps 1989 marqua une étape décisive dans la diffusion des innovations de Pierre Delacroix avec la création de l'Institut international d'architecture thermique passive de Servoz, financé conjointement par l'Union européenne, l'ADEME française et plusieurs fondations scientifiques privées. Cette institution unique au monde, Installée dans des bâtiments spécialement conçus selon les principes Delacroix, avait pour mission d'étudier, développer et enseigner les techniques d'habitat écologique haute performance inspirées de la tour révolutionnaire. L'Institut attira immédiatement l'attention des plus grands spécialistes mondiaux de l'architecture bioclimatique. Le professeur Édouard Mazria, pionnier américain de l'architecture solaire passive, accepta un poste de chercheur associé. Hassan Fathy, malgré son âge avancé, rejoignit le conseil scientifique. Des experts japonais, allemands, scandinaves affluèrent vers ce petit village alpin devenu centre mondial de l'innovation architecturale. Cette concentration de talents internationaux créait une émulation intellectuelle exceptionnelle. Les premiers étudiants de l'Institut, sélectionnés parmi l'élite mondiale des jeunes architectes, découvraient une approche pédagogique révolutionnaire qui combinait théorie scientifique de pointe et pratiques artisanales traditionnelles. Nous apprenons autant avec nos mains qu'avec nos têtes, témoignait Hiroshi Tanaka, étudiant japonais. Monsieur Delacroix nous enseigne que l'innovation naît de l'observation patiente de la nature et de l'expérimentation humble des solutions concrètes. Cette pédagogie originale révolutionnait l'enseignement architectural traditionnel. Au lieu de partir de théories abstraites pour les appliquer ensuite, l'Institut Delacroix commençait par l'expérience pratique, l'observation des phénomènes naturels, l'expérimentation artisanale, pour ensuite modéliser scientifiquement les découvertes empiriques. Cette inversion méthodologique, inspirée de l'approche de Delacroix lui-même, se révélait extraordinairement féconde pour l'innovation. Les recherches menées à l'Institut débouchaient sur des découvertes scientifiques majeures qui révolutionnaient la compréhension des phénomènes thermiques dans l'architecture. L'équipe du docteur Sarah Martinez découvrit l'existence de microclimats intérieurs dans les constructions en masse thermique, phénomène physique inconnu jusqu'alors. Le laboratoire du professeur Klaus Weber modélisa mathématiquement les cycles de stockage-restitution énergétique des maçonneries traditionnelles. Ces avancées scientifiques, publiées dans les revues internationales les plus prestigieuses, établissaient définitivement la crédibilité académique des innovations de Delacroix. Nature, Science, Architectural Review consacraient des numéros spéciaux aux découvertes thermodynamiques de l'école française d'architecture vernaculaire moderne. Cette reconnaissance scientifique internationale consacrait la légitimité de l'approche empirique rénovée. L'Institut développait également des outils technologiques sophistiqués pour modéliser et optimiser les constructions selon les principes Delacroix. Des logiciels de simulation thermodynamique spécialisés, des instruments de mesure spécifiques, des bases de données sur les matériaux naturels constituaient un arsenal technique de pointe au service de l'architecture traditionnelle rénovée. Cette alliance entre high-tech et low-tech créait des synergies inattendues. Les entreprises du bâtiment commençaient à adapter leurs pratiques aux enseignements de l'Institut. Une certification Construction Delacroix fut créée pour labelliser les bâtiments respectant ces standards d'excellence thermique. Cette normalisation qualitative, basée sur des critères de performance et de durabilité, encourageait l'émergence d'une filière industrielle spécialisée dans l'habitat écologique de très haute qualité. Le succès commercial de cette approche dépassait toutes les prévisions.
Les constructions certifiées Delacroix se vendaient avec des plus-values de 30 à 50% par rapport à l'habitat conventionnel, mais cette survaleur était rapidement amortie par les économies énergétiques considérables. Cette équation économique favorable stimulait la demande et encourageait les innovations techniques dans toute la filière. L'impact culturel de cette révolution architecturale transformait progressivement les mentalités françaises vis-à-vis de l'habitat. L'idée qu'une maison puisse être simultanément belle, confortable, économique et écologique cessait d'être utopique pour devenir une attente normale des consommateurs éclairés. Cette évolution des mentalités créait un marché porteur pour les innovations architecturales durables. Les collectivités territoriales intégraient massivement les principes de Delacroix dans leur politique d'urbanisme. La région Rhône-Alpes rendit obligatoire l'intégration de techniques bioclimatiques passives dans tous les projets de logement social. Plusieurs départements alpins créèrent des aides financières spécifiques pour encourager ce type de construction. Cette institutionnalisation publique accélérait la diffusion des innovations. L'influence internationale continuait de s'étendre. Le gouvernement chinois, confronté aux enjeux énergétiques de son développement urbain massif, signa un accord de coopération avec l'Institut pour adapter les techniques Delacroix aux spécificités climatiques et culturelles chinoises. Cette projection vers le marché le plus important au monde ouvrait des perspectives considérables pour l'école française d'architecture bioclimatique. Cependant, Pierre Delacroix lui-même restait ancré dans ses valeurs d'artisan local. « Tout ce développement me fait plaisir », déclarait-il modestement, « mais l'essentiel reste de bien construire pour bien vivre. Ma tour n'était qu'un outil pour améliorer le confort de ma famille. Si elle peut aider d'autres familles à vivre mieux, tant mieux. Mais n'oublions jamais que l'architecture sert d'abord les gens, pas les théories. » Cette sagesse populaire tempérait les emballements intellectuels et ramenait l'innovation à sa finalité humaine fondamentale. Paragraphe 8. L'été 1989 révéla une qualité inattendue de la tour Delacroix, qui acheva de convaincre les derniers sceptiques, sa capacité remarquable à maintenir la fraîcheur pendant les canicules alpines. Alors que les températures extérieures atteignaient exceptionnellement 35 degrés dans la vallée de Chamonix, l'intérieur de la tour se maintenait naturellement à 22 degrés C sans aucun système de climatisation. Cette performance estivale, inverse de l'exploit hivernal, démontrait que l'inertie thermique fonctionnait dans les deux sens et créait un confort climatique permanent, été comme hiver. Cette découverte de la climatisation naturelle, par inertie thermique, révolutionna l'approche des architectes confrontés aux problématiques de confort estival sans climatisation énergivore. Le docteur Ahmed Hassan, spécialiste égyptien de l'architecture en climat chaud, déclara après une visite d'études « Monsieur Delacroix a redécouvert les principes que nos ancêtres utilisaient pour construire les palais du Caire. Cette masse thermique considérable absorbe la chaleur excessive du jour et la restitue pendant la fraîcheur nocturne, créant un équilibre thermique parfait. » Les mesures scientifiques confirmèrent l'extraordinaire efficacité de ce système de climatisation passif. Coefficient de rafraîchissement naturel de 15 degrés Celsius par rapport à l'extérieur, absence totale de consommation électrique pour le confort d'été, qualité d'air intérieur exceptionnelle grâce à la ventilation naturelle. Ces performances dépassaient largement celles des systèmes de climatisation conventionnels tout en étant écologiquement neutres et économiquement gratuites. Cette polyvalence thermique de la tour, chauffage passif l'hiver, climatisation passive l'été, ouvrait des perspectives d'application dans tous les climats du monde. L'Institut de Servoz reçut des demandes d'adaptation pour les climats tropicaux, désertiques, équatoriaux, arctiques. Cette universalité potentielle des principes Delacroix révélait leur profondeur scientifique et leur pertinence écologique globale. Le Sommet mondial de l'architecture écologique, organisé en septembre 1989 à Servoz même, consacra définitivement l'importance historique des innovations de Pierre Delacroix. Plus de 500 architectes, ingénieurs et chercheurs de 50 pays se rassemblèrent dans ce petit village alpin pour étudier et débattre des implications de cette révolution architecturale. « Nous assistons », déclara le professeur Christopher Alexander dans son discours d'ouverture,
à l'émergence d'un nouveau paradigme architectural qui réconcilie performance technique et harmonie naturelle. Ce sommet permit de faire le bilan scientifique complet des recherches menées sur la tour depuis 2 ans. Les résultats consolidés dépassaient toutes les prévisions initiales. Efficacité énergétique de 95%, confort thermique optimal en toute saison, durabilité exceptionnelle des matériaux, impact environnemental négatif, la construction stockait plus de CO2 qu'elle n'en émettait, coût de fonctionnement dérisoire sur 50 ans. Ces performances globales établissaient un nouveau standard pour l'architecture durable. L'analyse économique à long terme révélait des bénéfices considérables qui dépassaient largement les surcoûts de construction. Sur une durée de vie de 100 ans, durabilité estimée de la maçonnerie, la tour générait des économies cumulées de 500 000 francs par rapport à une construction conventionnelle. Cette rentabilité exceptionnelle transformait l'investissement immobilier en investissement énergétique et environnemental hautement profitable. L'impact culturel de cette réussite transformait également la perception sociale de l'innovation technique. L'histoire de Delacroix prouvait qu'un individu isolé, armé de bon sens et de persévérance, pouvait révolutionner des domaines entiers de la connaissance humaine. Cette leçon d'optimisme démocratique inspirait de nombreux inventeurs amateurs et redonnait confiance dans la capacité d'innovation de la société française. Le prix Nobel de physique Ilya Prigogine, spécialiste des systèmes complexes, analysa la tour Delacroix comme un exemple parfait de structure dissipative auto-organisée. Selon lui, cette construction illustrait comment l'intelligence humaine pouvait créer des systèmes techniques qui s'autorégulent selon les lois naturelles plutôt que de lutter contre elles. Cette analyse scientifique de haut niveau consacrait la dimension philosophique de l'innovation. Les applications dérivées des principes de Delacroix commençaient à apparaître dans de nombreux domaines. L'agriculture développait des serres bioclimatiques inspirées de ces techniques. L'industrie adaptait ses procédés de régulation thermique selon ses découvertes. L'urbanisme intégrait ces principes dans la conception de quartiers écologiques. Cette transversalité révélait la portée universelle de sa contribution scientifique. L'enseignement français de l'architecture fut profondément transformé par ces innovations. Toutes les écoles intégrèrent des modules sur l'architecture bioclimatique vernaculaire, discipline nouvelle née de l'exemple de Servoz. Cette évolution pédagogique formait une nouvelle génération d'architectes sensibilisés aux enjeux énergétiques et environnementaux, transformation culturelle majeure du métier. Cependant, le succès générait aussi des dérives commerciales que Delacroix combattait vigoureusement. Certaines entreprises utilisaient abusivement son nom pour vendre des produits sans rapport avec ses innovations réelles. « Mon approche ne peut pas être industrialisée », rappelait-il constamment. « Chaque construction doit être unique, adaptée à son site, son climat, ses occupants. Il n'y a pas de recette miracle, seulement des principes à adapter intelligemment. » Cette philosophie de l'adaptation locale contre la standardisation industrielle inspirait un mouvement international de retour à l'architecture vernaculaire moderne. Des architectes du monde entier redécouvrirent les techniques traditionnelles de leur région pour les réinterpréter selon les exigences contemporaines. Ce renouveau de l'architecture régionale, stimulé par l'exemple français, enrichissait considérablement la diversité architecturale mondiale. Paragraphe 9. L'année 1990 marqua l'apogée de la reconnaissance internationale de Pierre Delacroix avec l'attribution du prix Pritzker d'architecture, équivalent du prix Nobel pour les architectes. Cette distinction suprême, décernée pour la première fois à un autodidacte sans formation académique officielle, révolutionna les critères traditionnels de l'excellence architecturale. Monsieur Delacroix incarne, déclara le jury dans sa motivation, la réconciliation entre tradition et innovation, entre sagesse populaire et science moderne, entre performance technique et harmonie environnementale. Cette consécration mondiale transforma définitivement le statut social de l'ancien maçon de Servoz. Invité dans les universités les plus prestigieuses, consulté par les gouvernements, sollicité par les plus grandes entreprises. Il découvrait un monde qu'il n'avait jamais imaginé accessible depuis son petit village alpin. Cependant, cette notoriété internationale ne modifiait pas sa personnalité profonde. Il restait l'artisan humble et terre-à-terre qui avait simplement voulu chauffer correctement sa maison. L'année 1990
marqua l'apogée de la reconnaissance internationale de Pierre Delacroix avec l'attribution du prix Pritzker d'architecture, équivalent du prix Nobel pour les architectes. Cette distinction suprême, décernée pour la première fois à un autodidacte sans formation académique officielle, révolutionna les critères traditionnels de l'excellence architecturale. Monsieur Delacroix incarne, déclara le jury dans sa motivation, la réconciliation entre tradition et innovation, entre sagesse populaire et sciences modernes, entre performance technique et harmonie environnementale. Cette consécration mondiale transforma définitivement le statut social de l'ancien maçon de Servoz. Invité dans les universités les plus prestigieuses, consulté par les gouvernements, sollicité par les plus grandes entreprises, il découvrait un monde qu'il n'avait jamais imaginé accessible depuis son petit village alpin. Cependant, cette notoriété internationale ne modifiait pas sa personnalité profonde. Il restait l'artisan humble et terre-à-terre qui avait simplement voulu chauffer correctement sa maison. Le discours qu'il prononça lors de la cérémonie de remise du prix Pritzker à Chicago marqua les esprits par sa simplicité et sa profondeur. « Mesdames et messieurs, j'ai simplement appliqué ce que mon grand-père m'avait enseigné. Observer la nature, respecter les matériaux, construire pour durer. Si mon travail peut inspirer d'autres personnes à redécouvrir la sagesse de nos ancêtres et à la réinventer pour notre époque, alors j'aurai contribué à quelque chose d'utile. L'architecture ne doit pas impressionner mais servir, pas dominer la nature mais s'harmoniser avec elle. » Cette philosophie humaniste résonnait profondément dans un monde architectural dominé par les égos surdimensionnés et les prouesses techniques spectaculaires mais souvent inutiles. Le style Delacroix inspirait une nouvelle génération d'architectes qui privilégiaient l'efficacité sur l'effet, la durabilité sur la mode, le confort des habitants sur la gloire du concepteur. Cette révolution culturelle dans la profession transformait progressivement les pratiques architecturales mondiales. L'Institut international de Servoz était devenu en 3 ans l'un des centres de recherche architecturale les plus influents au monde. Ses publications scientifiques faisaient référence, ses diplômés étaient recherchés par les plus grands cabinets. Ses innovations techniques étaient copiées sur tous les continents. Cette réussite institutionnelle créait un rayonnement français exceptionnel dans un domaine traditionnellement dominé par les anglo-saxons et les pays nordiques. Les applications commerciales des techniques Delacroix généraient désormais un chiffre d'affaires de plusieurs milliards de francs annuels en France et à l'étranger. Une filière industrielle complète s'était développée. Carrières spécialisées, entreprises de construction certifiées, bureaux d'études spécialisés, fabricants d'équipements adaptés. Cette économie nouvelle, basée sur l'excellence technique et l'innovation durable, créait des milliers d'emplois qualifiés dans toutes les régions françaises. L'impact environnemental de cette révolution architecturale commençait à se mesurer à l'échelle nationale. Les constructions inspirées des principes Delacroix consommaient en moyenne 80% d'énergie, de moins que l'habitat conventionnel. Appliquée massivement, cette économie représentait des réductions considérables d'émissions de CO2 et de consommation d'énergie fossile. L'architecture devenait un outil majeur de la transition écologique française. Les pouvoirs publics français, conscients de l'enjeu stratégique de cette innovation, créèrent un plan national Delacroix doté de 10 milliards de francs pour encourager la diffusion de ces techniques dans le logement social et public. Cette politique volontariste visait à faire de la France le leader mondial de l'architecture bioclimatique, créant un avantage concurrentiel majeur dans les défis environnementaux du XXIe siècle. Cependant, le succès générait aussi des tensions et des jalousies. Certains architectes, stars, dénigraient cette approche trop simple, qui remettait en question la complexité sophistiquée de l'architecture contemporaine. Des lobbies industriels traditionnels combattaient ces innovations qui menaçaient leur marché établi. Pierre Delacroix découvrait que l'innovation dérangeait toujours les intérêts acquis et nécessitait une bataille permanente pour s'imposer. L'internationalisation accélérée de ces techniques posait également des défis inattendus. Des adaptations approximatives de ces principes dans d'autres climats créaient parfois des échecs retentissants qui nuisaient à la réputation de l'approche française. On ne peut pas appliquer mécaniquement mes solutions alpines au Sahara ou en Amazonie, rappelait constamment Delacroix.
Il faut comprendre l'esprit de la méthode, pas copier sa forme. La formation de consultants spécialisés dans l'adaptation locale des techniques Delacroix devint une priorité de l'Institut de Servoz. Ces ambassadeurs techniques, formés en Savoie, puis envoyés dans le monde entier, assuraient la diffusion qualitative des innovations tout en évitant les déformations commerciales. Cette stratégie de transfert technologique contrôlée garantissait la qualité de l'expansion internationale. L'évolution personnelle de Pierre Delacroix révélait les défis humains du succès exceptionnel. Cet homme simple, habitué à la tranquillité montagnarde, devait désormais gérer une notoriété mondiale, des sollicitations permanentes, des responsabilités considérables. Parfois, confiait-il à sa femme Marie-Claire, « Je regrette le temps où j'étais juste un maçon qui voulait avoir chaud chez lui. Mais si mon expérience peut aider l'humanité à mieux habiter la planète, alors ces sacrifices en valent la peine. » Cette dimension altruiste de son engagement inspirait profondément tous ceux qui le rencontraient. Contrairement à beaucoup d'inventeurs célèbres, Delacroix n'avait jamais cherché la gloire ou la fortune, mais simplement la solution à un problème concret. Cette authenticité de motivation, rare dans le monde de l'architecture spectacle, expliquait largement l'impact durable de son message et l'adhésion spontanée qu'il suscitait partout dans le monde. Paragraphe 10. 30 ans après la construction de sa tour révolutionnaire, Pierre Delacroix, désormais âgé de 80 ans, contemplait depuis sa fenêtre la transformation extraordinaire de la vallée de Servoz. Son petit village alpin était devenu la Silicon Valley de l'architecture bioclimatique, abritant des dizaines d'entreprises innovantes, plusieurs centres de recherche internationaux et l'une des universités d'architecture les plus réputées au monde. Cette métamorphose locale, née de l'obstination d'un seul homme face aux moqueries de ses contemporains, illustrait parfaitement comment l'innovation authentique peut transformer non seulement les techniques, mais les territoires et les sociétés. La tour elle-même, devenue monument historique classé par l'UNESCO, continuait à fonctionner parfaitement après 3 décennies d'utilisation. Ses performances énergétiques n'avaient pas faibli d'un iota. Elle maintenait toujours ses 20 degrés C intérieurs, quelles que soient les conditions extérieures, avec une consommation énergétique dérisoire qui défait encore les constructions les plus modernes. Cette longévité exceptionnelle validait définitivement l'approche de durabilité intégrée que Delacroix avait instinctivement développée. L'influence de ces innovations sur l'architecture mondiale était devenue considérable. Plus de 50 000 bâtiments inspirés de ces principes avaient été construits sur tous les continents, adaptés aux spécificités climatiques et culturelles locales. Cette diffusion planétaire de l'École française d'architecture bioclimatique vernaculaire avait contribué significativement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur du bâtiment, participant concrètement à la lutte contre le changement climatique. L'Institut international de Servoz, dirigé désormais par d'anciens étudiants de Delacroix devenus experts mondiaux, continuait à innover et à former les architectes du futur. Les techniques développées intégraient désormais les technologies numériques les plus avancées, simulation thermodynamique, intelligence artificielle, matériaux intelligents, tout en préservant l'esprit d'adaptation locale et de respect environnemental cher aux maîtres fondateurs. La réussite économique de cette filière industrielle, française, dépassait toutes les prévisions initiales. L'exportation des techniques et services Delacroix générait plusieurs dizaines de milliards d'euros annuels et positionnait la France comme leader incontesté de l'habitat durable. Cette excellence technique française, reconnue mondialement, attirait étudiants et investisseurs internationaux, créant un cercle vertueux de développement économique et scientifique. Cependant, Pierre Delacroix lui-même restait attaché à sa simplicité originelle. Refusant les propositions de déménagement dans des lieux plus prestigieux, il continuait à habiter sa tour révolutionnaire avec la même satisfaction qu'au premier jour. « Pourquoi irais-je ailleurs ?» répond-il aux journalistes. « Ma tour me donne tout ce dont j'ai besoin, le confort, la beauté, l'harmonie avec la nature. Que pourrais-je désirer de plus ?» Cette fidélité à ses valeurs initiales inspirait profondément les nouvelles générations d'architectes qui venaient régulièrement lui rendre visite. Sa philosophie de l'architecture au service de l'humain contrebalançait les dérives technocratiques ou commerciales qui menaçaient parfois le mouvement qu'il avait involontairement créé.
Son exemple rappelait constamment que l'innovation technique n'a de sens que si elle améliore concrètement la vie des gens. L'évolution du village de Servoz illustrait parfaitement une révolution réussie du développement local. Contrairement aux technopoles artificiels créés ex nihilo, cette concentration d'excellence était née organiquement d'une innovation authentique et restait enracinée dans son territoire. Les emplois créés bénéficiaient prioritairement aux populations locales. L'architecture respectait l'identité alpine, l'économie nouvelle s'articulait harmonieusement avec les activités traditionnelles. Les défis contemporains de l'urbanisation mondiale, du changement climatique et de la crise énergétique donnaient une actualité renouvelée aux innovations de Delacroix. Face à la nécessité de loger décemment 9 milliards d'humains tout en préservant la planète, ces techniques d'habitat à très haute efficacité énergétique et à faible impact environnemental représentaient des solutions concrètes et éprouvées. Cette pertinence durable de son approche confirmait sa dimension visionnaire. L'héritage intellectuel de Pierre Delacroix dépassait largement l'architecture pour inspirer une philosophie générale de l'innovation responsable. Son exemple démontrait qu'il était possible de révolutionner des domaines techniques entiers en réconciliant tradition et modernité, performance et durabilité, excellence et accessibilité. Cette leçon d'optimisme créatif inspirait de nombreux innovateurs dans tous les secteurs d'activité. La Fondation Pierre Delacroix, créée pour perpétuer son œuvre et ses valeurs, finançait des projets d'habitat durable dans les pays en développement, formait des architectes engagés dans la construction écologique et soutenait la recherche sur les techniques vernaculaires rénovées. Cette dimension sociale et humanitaire de son héritage illustrait la cohérence entre ses innovations techniques et ses convictions morales. En conclusion de cette extraordinaire aventure humaine et technique, l'histoire de Pierre Delacroix enseigne que les plus grandes révolutions naissent souvent de préoccupations très simples et de personnes très humbles. Son désir initial de simplement avoir chaud chez lui sans se ruiner avait débouché sur une transformation majeure de l'architecture mondiale et sur la création de milliers d'emplois qualifiés. Cette alchimie du génie populaire appliquée aux défis contemporains reste une source d'inspiration inépuisable pour tous ceux qui croient en la capacité d'innovation de l'intelligence humaine au service du bien commun. Aujourd'hui encore, quand les températures extérieures chutent et que les factures de chauffage s'envolent, la tour de pierre de Servoz continue silencieusement à démontrer qu'il existe des solutions intelligentes, durables et accessibles aux défis énergétiques de notre époque. Cette leçon d'espoir, gravée dans la pierre alpine par l'obstination d'un homme simple, rappelle que l'innovation la plus révolutionnaire est souvent la plus évidente, pourvu qu'on ait le courage de penser différemment et la persévérance de construire ses rêves, malgré les sarcasmes du monde.